C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette enquête qui vise des policiers en Afrique du Sud. Elle fait suite à des graves accusations de corruption d'un commissaire en juillet dernier. Le ministre de la Police avait été suspendu, mais la lenteur de la commission d'enquête déçoit les Sud-Africains. Reportage à suivre. La visite du chef des opérations humanitaires de l'ONU à Port-Soudan, Tom Fletcher, y a rencontré le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan. Il a salué des discussions constructives. Dans le même temps, la situation des populations au Darfour reste très critique. Retour sur les origines du conflit dans la région dans ce journal. Et puis la pénurie de médicaments en Tunisie. Les malades atteints de cancer ou de maladies chroniques ont du mal à se procurer leur traitement. Nos correspondants sont allés à la rencontre des pharmaciens et des patients. Reportage à la fin de cette édition. On vous parle ce soir de la commission d'enquête Madlanga en Afrique du Sud. Elle a été mise en place après l'accusation de policiers pour corruption en juillet dernier. Des accusations qui ont abouti à la suspension du ministre de la Police. Mais vous allez le voir, certains Sud-Africains estiment que ces commissions d'enquête s'éternisent. Reportage de Tom Canetti et Caroline Dumais. À la Haute Cour du Cap, un procès s'éternise. Celui de l'assassinat en 2020 du lieutenant Kinéar. Ce détective enquêtait sur la corruption au sein de la police nationale. 5 ans plus tard, sa veuve attend toujours que justice soit rendue. Il y a eu tellement de commissions et d'enquêtes ces 5 dernières années, depuis la mort de mon mari. Mais rien ne change. Des recommandations sont faites, les gens délibèrent, des millions et des millions d'euros sont dépensés dans les enquêtes. Mais aucune recommandation n'est appliquée. La question de la corruption de la police a ressurgi en juillet quand un commissaire a accusé le ministre de la Police d'avoir protégé des réseaux criminels. Le ministre a été suspendu et une commission d'enquête mise en place. Je crois fermement que le ministre a dissous l'équipe chargée d'élucider les meurtres politiques. Parce que quelqu'un lui a révélé que l'équipe en question enquêter sur des affaires pouvant impliquer ses proches. Les responsables des organismes de lutte contre la corruption encouragent ces enquêtes, mais craignent qu'avec la police, le système judiciaire aussi soit corrompu. Ce que nous observons aujourd'hui est très problématique, parce qu'il y a désormais une sorte de syndicat du crime bien organisé. Ils sont devenus plus influents au sein de la police, et même dans la manière dont elle est dirigée. On ne sait donc plus vraiment d'où viennent les décisions d'arrêter ou de ne pas arrêter quelqu'un. La commission Madlanga a encore plusieurs mois de travail. Un rapport sera remis au président Ramaphosa à la fin de l'année. Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, était à Port-Soudan, capitale provisoire du Soudan. Il a salué, je cite, des discussions constructives avec le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan. Une déclaration alors que la situation humanitaire est particulièrement inquiétante dans la région du Darfour, où les forces de soutien rapide sont accusées d'exactions, plus particulièrement depuis la prise de la ville d'El-Fasher. Mais les racines de ce conflit dans la région remontent à plus loin. Le décryptage d'Olivia Bissot. Le Soudan est marqué depuis des décennies par des conflits ethniques et politiques. L'un des épisodes les plus violents débute en 2003 dans la région du Darfour. Les communautés non arabes, notamment les Massalites et les Fours, se soulèvent alors contre le gouvernement d'Omar al-Béchir. Elles dénoncent des discriminations, un abandon de l'État et réclament davantage de droits et de protection. Mais la réponse est brutale. Le pouvoir arme des milices arabes locales, connues sous le nom de Janjaweed, pour écraser la rébellion. Des villages entiers sont incendiés, des civils sont tués et des millions de personnes prennent la fuite. Les Nations Unies parlent d'épuration ethnique. Ce qui s'est passé en 2003 et qui continue jusqu'à présent est un génocide. C'est de l'épuration ethnique, un crime contre l'humanité. Au fil des ans, les Janjaweed se restructurent et deviennent les forces de soutien rapide, les FSR. En 2017, ils sont intégrés officiellement comme force paramilitaire de l'État, devenant de fait une seconde armée.
Omar al-Béchir est renversé en 2019 après un vaste mouvement populaire. Il est désormais détenu et fait face à des accusations de crimes de guerre au Darfour devant la Cour pénale internationale. Puis, en 2023, une lutte de pouvoir éclate entre l'armée soudanaise et les FSR. Le pays replonge dans la guerre. Les organisations humanitaires affirment qu'au Darfour, les FSR utilisent des méthodes qui rappellent celles d'il y a 20 ans. Nous avons vu des villages incendiés, des fosses communes, des violences sexuelles systématiques, les mêmes tactiques que lors du premier conflit au Darfour. L'armée est également mise en cause dans cette guerre au Soudan. Les deux camps sont accusés de viser des civils et d'entraver l'aide humanitaire. Le Soudan est aujourd'hui au cœur de la pire crise humanitaire au monde. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées et des millions ont dû fuir leur foyer. En bref, au Gabon, le parquet a requis 20 ans de prison et 100 millions de francs CFA d'amende contre Sylvia Bongo et son fils Noureddine. Ils sont jugés par contumace et principalement poursuivis pour des délits économiques. L'ex-première dame gabonaise et son fils sont en exil à Londres et ont décidé de boycotter ce procès qu'ils jugent politique. En Guinée, les autorités ont inauguré ce mardi le méga projet de mine de Simandou. Selon les autorités, ce projet devra permettre au pays d'exporter 120 millions de tonnes de minerai de fer par an, générant des milliards de dollars de revenus pour l'État. Cela fait 30 ans que les Guinéens attendent l'exploitation de cette mine. Elle a finalement lieu à un mois de la présidentielle en présence du chef de la transition Mamadi Doumbouya. Écoutez cette réaction au micro de notre correspondant Malik Diakité. Le projet, sincèrement, nous tire vers un nouveau paradigme dans lequel nos ambitions changent en termes de taille. Si des géants de cette taille, des grandes banques du monde ont accepté d'investir leur argent dans notre pays, c'est parce qu'elles voient dans notre pays sa capacité d'absorber les investissements, sa capacité de respecter ses engagements. À partir de maintenant, sur le marché mondial du fer, on ne parle pas de fer sans parler de nous, ça c'est fini. Et à partir des accords qu'on a signés, nous avons toute la capacité d'influencer le marché du fer au monde. Cette conférence pour booster les investissements au Tchad, le pays a annoncé à partir d'Abu Dhabi avoir obtenu 20 milliards de dollars d'investissement sur les 30 espérés lors du lancement de son plan national de développement. Objectif, développer des secteurs essentiels de son économie comme l'agriculture ou encore les mines et le pétrole. Des promesses d'investissement des secteurs privés et publics internationaux. Notons également que cette conférence est parrainée par les Émirats arabes unis. La monarchie est sous pression internationale pour son implication dans le conflit au Soudan, pays frontalier du Tchad. Écoutez. Nous allons mettre un processus de gouvernance et de suivi de continuité de cet exercice. Et le chef de l'État s'est engagé ici à être le garant de tout ce qui concerne le pays. C'est à nous d'être dignes de la confiance que vous nous avez faite. C'est à nous, le CAD et les ministres cadiens et les officiels, à nous tous, et les agences gouvernementales, d'être dignes et fidèles à votre présence massive ici. En Tunisie, plusieurs médicaments pour traiter certains cancers ou maladies chroniques sont difficiles à trouver. Le pays vit une pénurie ponctuelle de certains médicaments importés. Les patients ont souvent beaucoup de mal à se procurer leur traitement. Lilia Blaise et Hamdi Tlili sont allés à leur rencontre. Reportage. Tous les matins, avant de commencer son travail, Rahma scrute les groupes Facebook et parle avec son pharmacien sur WhatsApp à la recherche de son précieux médicament qui régule sa thyroïde. Regardez là, je demande à mon pharmacien. Le médicament est en rupture à chaque fois. Donc je lui demande de me prévenir quand il est à nouveau en stock.
Elle doit vivre avec cette pénurie ponctuelle qui affecte souvent son quotidien. Un dérèglement de la thyroïde génère des troubles de l'humeur et des excès de fatigue. Quand c'est disponible, je prends des paquets en plus pour avoir un petit stock, comme ça je ne serai pas en panne, etc. Sachant que dans ma famille, il y avait moi, ma sœur et ma mère qui en prend le même médicament avec des dosages différents. Et donc le besoin... La sœur de Rahma, qui souffre d'épilepsie, subit les mêmes difficultés. Ces médicaments importés d'Europe n'ont pas d'équivalent en Tunisie, comme 90% des produits actuellement en rupture, d'après les chiffres du syndicat des pharmaciens. Alors, la pénurie des médicaments en Tunisie, ça existe depuis un peu plus qu'une décennie. C'est un problème récurrent et multifactoriel. Il se base surtout sur des problèmes structurels, vu que tout le système de santé est basé sur la Caisse nationale d'assurance maladie. Il y a des problèmes financiers et des problèmes organisationnels. On peut citer l'endettement de la pharmacie centrale auprès des fournisseurs internationaux. Le pays manque aussi d'un système de suivi numérique entre les industriels, les dépôts et la pharmacie centrale pour anticiper certains manques de médicaments vitaux. Pour le moment, les médecins tentent de s'adapter. Notre rôle, c'est d'aider les autorités à trouver une solution, c'est en rationalisant l'usage des médicaments. Il y a des recommandations qui sont nationales ou internationales à respecter. Une rationalisation dans les ordonnances, préconisée depuis fin août par le ministère de la Santé. La COP30, la 30e conférence de l'ONU pour le climat, a démarré hier à Belém au Brésil. Elle se tiendra pendant 2 semaines. Les représentants de plus de 160 pays sont attendus jusqu'au 21 novembre. L'occasion pour nous de nous pencher sur certaines initiatives sur le continent. Ce soir, on part au Bénin, à Porto Novo, où l'association Gbogbeto transforme les déchets en ressources. Reportage de notre correspondante Emmanuelle Soji. À Porto Novo, dans le sud du Bénin, ces femmes façonnent un charbon pas comme les autres. Pas de bois, pas de fumée nocive. Les briquettes sont faites à partir de coques de noix de palme et d'amidon de manioc. L'association Gbogbeto les transforme en une énergie propre et abordable, l'éco-charbon à la FIA. L'éco-charbon à la FIA permet de créer un débouché pour les déchets agricoles, crée des emplois directs, puisque nous avons besoin de gestionnaires de production, d'ouvrières, et enfin, en bout de chaîne, des distributrices de notre éco-charbon à la FIA. C'est la création d'une économie circulaire au service des habitants. Dans un pays où la déforestation progresse rapidement, l'enjeu est vital. Ce charbon vert coûte 30% de moins que le charbon de bois et réduit la pression sur les forêts. L'atelier tourne aujourd'hui à près de 5 tonnes par mois, avec une capacité pouvant atteindre 10 tonnes. 5 emplois directs, 85 indirects. Ici, l'économie circulaire devient un levier social. J'arrive à joindre les deux bouts, à aider mon mari et mes enfants ne manquent de rien. Le défi ne se limite pas au charbon. Les déchets plastiques envahissent aussi la ville. Gbogbeto rachète ces déchets aux ramasseurs informels, souvent exclus du système public d'assainissement. On a déjà fait une table de 200 kilos. Triés, broyés, puis revendus à des entreprises au Togo, ces plastiques ne finissent plus dans les décharges. Pour changer les mentalités, Gbogbeto mise aussi sur l'éducation. Dans 10 écoles de Porto Novo et d'Adjara, les élèves suivent des séances de sensibilisation sur les bons gestes pour l'environnement. On a constaté, je vais dire, un début de changement de comportement. J'ai appris qu'il ne faut plus brûler les ordures pour protéger l'environnement. En 5 ans d'activité, Gbogbeto a formé près de 200 femmes et filles sur l'énergie verte, sensibilisé 10 000 élèves et valorisé près de 600 tonnes de déchets, tout type confondu. Et puis sachez également que la COP32 conférence, la 32e conférence de l'ONU sur le changement climatique devrait être accueillie par l'Éthiopie en 2027. Les pays africains ont approuvé ce choix durant la COP actuelle au Brésil. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.